Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format Talk Show. Nous sommes en direct de Magma, ce food hall en plein cœur de l'île de Nantes. Alors aujourd'hui, nous avons une thématique avec des invités qui sont magnifiques, qui sont beaux, ils sont autour de moi. Nous avons un public aussi qui est là aujourd'hui. Nous allons parler gastronomie, nous allons parler culture et Amérique latine. Alors je vais commencer par Ivan. Déjà, bonjour. Bonjour et merci. Cécilia. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et Natalia. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous allons vivre une bonne heure ensemble. L'objectif, c'est de parler de votre parcours dans un premier temps. On ira un petit peu plus en détail au cœur de votre entreprise. Pourquoi est-ce que vous avez monté les belles histoires que vous faites aujourd'hui. Et on terminera, on va dire, le meilleur pour la fin également, de la dégustation, de la cuisine, des produits, de la gastronomie. Alors, avant toute chose, Cécilia, on a pu échanger ensemble sur ton parcours, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où tu viens? Qui es-tu, Cécilia? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Cécilia. Je suis arrivée en France en 2007 pour finir mes études. Donc, j'ai une double licence en commerce international, sciences et gestion économique et un master en logistique internationale. Ensuite, j'ai fait mes stages qui m'ont permis d'avoir expérience justement dans tout ce qui est l'importation et l'exportation. J'ai commencé à travailler à Paris. Donc à Paris, j'avais mon travail et à côté, je faisais la cuisine en fait parce que finalement la cuisine c'est ma passion en fait. C'est vraiment. Et à Paris, tu travaillais dans quel domaine d'activité? Dans l'exportation, j'ai commencé par les énergies renouvelables et ensuite j'ai changé et j'étais dans un groupe Jacques Bogart, donc c'était la parfumerie et tout ce qui est cosmétique. On exportait tout ce qui est parfum en Amérique latine, donc on avait le Brésil, le Chili et tout. Ensuite j'ai changé pour un CDI. Pareil dans l'exportation, et c'était dans le groupe TCL. Donc c'est un groupe en fait qui fabrique des télés et qui vend des télés partout en Europe et puis. Alors très loin de ce que l'on a devant toi d'ailleurs. Là, oui, on n'est pas trop dans la télé. C'est ça. Non. Par contre, j'aimais bien mes stages, j'ai bien aimé mes emplois en fait. J'ai toujours contact avec mes anciens collègues de travail à Paris. Et voilà, de temps en temps, quand je vais à Paris, je leur donne des produits. Mais les produits, c'est juste parce que j'aime bien cuisiner aussi. Voilà, c'est pour ça. Et à un moment, en effet, tu me dis que tu tombes enceinte, tu arrives sur Nantes. Oui, c'est ça. En fait, je suis tombée enceinte. On est venu sur Nantes. On s'est dit que la vie parisienne, elle était bien, mais avec une famille, ça commençait à être un peu juste. Et du coup, ici, on s'est aperçu, je me suis aperçue qu'en fait, il n'y avait pas de produits mexicains. Il n'y avait pas une diversité non plus sur les sites internet, en fait, des produits. Ils n'étaient pas vastes, en fait. Et ça, c'était il y a combien de temps? Là, c'était il y a 7 ans. 7 ans. Ok. Mais en fait, ça fait 15 ans que je suis en France. Avant, ça m'était égal. Et puis, avec mon travail, je trouvais que c'était cher, en fait, les produits. Déjà, c'est des produits importés, donc censés être chers. Mais là, c'était vraiment... Pour un étudiant, en fait, aussi, je vois ici beaucoup des étudiants. Et il faut que les prix soient quand même accessibles à tout le monde et qu'on puisse aussi raconter une histoire de chaque produit, pas que vendre les produits. Tu vas nous en dire plus et tu vas nous dire comment tu as monté ta belle entreprise, parce que tout le monde ne connaît pas forcément ce que tu as monté derrière. Donc, je vais donner la parole à Natalia et on revient vers toi tout de suite. Alors, Natalia, enchantée de t'avoir. Alors, merci Amélie pour l'invitation. Ton histoire, raconte-nous tout. Alors, moi, je suis Natalia. Je viens de Fortaleza, au Brésil. C'est pas Rio, mais les plages sont encore plus belles. Bon, d'accord. Alors, on ira. On attend l'invitation, alors. Les plages sont encore plus belles. Ça fait 20 ans que je suis en France. D'accord. Je suis arrivée en France pour apprendre le français. J'ai tombé amoureuse de la France et d'un Français. Ah, de la France avant, elle a dit. De la France et d'un Français. Et j'ai poursuivi mes études ici, en commerce. Et tu aimais voyager? Il y avait déjà une passion? Oui, j'ai 2 passions. Donc, les voyages et la gastronomie. Bon, écoute, alors, du coup, ça tombe plutôt bien. Et en fait, tu me confiais aussi que dans tes précédentes expériences, il y avait toujours ce côté service
qualité qui était important pour toi? Pas forcément dans la gastronomie à l'époque, mais... C'est ça. Donc, j'ai poursuivi mes études. J'ai travaillé presque 8 ans dans une multinationale, dans le service qualité et surtout commerce, vers la fin. Et après, on a déménagé, on a eu l'opportunité de venir à Nantes avec mon conjoint. Et c'est là que j'ai décidé d'entreprendre. J'avais, par exemple, j'avais un exemple de ma famille. Mon frère, qui est là aujourd'hui, et mes parents qui ont joint mon frère dans l'aventure de l'entrepreneuriat, mais surtout en restauration. Donc, j'avais ça comme exemple. Et j'avais cette envie de joindre mes passions, donc le voyage et la restauration. Donc, si je comprends bien, du coup, il y a quand même une famille qui a cette appétence à l'entrepreneuriat. Et si je me souviens bien, tu me disais aussi, il y avait plein de réunions au travail qui se terminaient à 15h. Oui. Et je commence un peu à en avoir marre. Oui, en fait, l'Asahi, en fait, ça a commencé parce que j'étais souvent en réunion. J'avais un style de vie sain. Et à chaque fois que je cherchais à manger, après une réunion qui finissait un peu trop tard, je voulais manger. Si je n'avais pas préparé mon repas et amené en entreprise, j'avais rien à côté. Il y avait que les kebabs, il y avait que les McDo. Et ça commençait à me déranger énormément parce que j'avais un style de vie sain et équilibré. Et là, je n'avais pas le choix. Et la suite tout à l'heure. Laisse pour tout à l'heure. Ivan, le seul homme de cette table finalement, mais tu n'es pas en minorité, tu as une belle histoire aussi à nous raconter. Oui. Je te donne la parole. D'où viens-tu ? Merci beaucoup. Et on a des points en commun aussi avec Cécilia, Natalia. Et pour ma part, moi je suis arrivé en France, pareil que Cécilia, je fais des études en commerce international. Et après une année en Australie, faire un stage de fin d'études, je suis venu en France, puisque ma femme aujourd'hui, elle est française, elle est de cette région. Donc voilà, c'était le prétexte pour venir ici. Un bon prétexte. Et ensuite à ça, je travaillais un peu dans le commerce, mais dans le maraîchage. Ah, dans le maraîchage. Oui. Voilà. Dans quelle région tu travaillais ? Ici, à Nantes, en région nantaise. Oui. Donc voilà. Déjà, un certain goût du coup pour des produits locaux, pour un travail de la terre. Oui, bien sûr. C'est dans l'air de temps, les produits locaux, l'engagement envers les agriculteurs, vers la nourriture saine et les produits de qualité. Et suite à ça, on a, avec ma femme, Marion, on a commencé à mûrir l'idée pour nous installer, nous aussi, nous lancer dans une aventure, que c'est le chocolat. Et ça répond aussi à des problématiques de commerce équitable, parce que nous, on cherchait vraiment à avoir les contacts directs avec les producteurs. Oui, en fait, tu avais déjà ce rapport humain, parce que le maraîchage a dû t'apporter énormément de valeur. Tout à fait. Que tu as en toi et que tu as aussi peut-être voulu mettre dans ton commerce, qu'on expliquera tout à l'heure. Mais en effet, c'est des valeurs que tu transportes, c'est ça ? Qu'est-ce que ça t'a appris, du coup, le maraîchage ? J'avais une bonne équipe de travail. Mes collègues, ils étaient super. C'était très humain. Et voilà, faire des commerces en direct avec des acheteurs aussi, c'était bien, c'était intéressant. Bon, alors là, du coup, on a un petit peu le contexte. On a le commerce international qui revient, on a le voyage, on a des passionnés de relations humaines, finalement, parce que vous étiez tous dans des bonnes équipes. Et finalement, quand même, à un moment, on se dit, on va monter notre entreprise. Donc déjà, bravo pour ça, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément facile tous les jours. Si on en revient à toi, Cécilia, donc il y a ce constat-là, comme quoi les produits sont vraiment très chers, et tu décides de monter ton entreprise. Tu vas nous dire son beau nom. Et d'ailleurs, il y a une petite connotation sur le nom de ton entreprise. Dis-nous tout un petit peu. Oui, c'est ça. En fait, Antojitos Mix, Antojitos Mexicanos ou Antojitos Mix, c'est le nom que nous, les Mexicains, on donne à la street food mexicaine.
Donc voilà, ça veut dire ça, ça veut dire tacos, tostadas, quesadillas, tout ce qu'on peut trouver dans les rues de Mexique. Ça veut dire c'est antojitos en mix. Mais aussi, ça veut dire, en français, littéralement, les petits envies. Donc voilà. J'aime bien cette Et c'est définition. pour ça, mais après, c'est un petit peu, c'est pas très facile à dire pour un Français qui entend pour la première fois. Ensuite, ça devient facile. Donc, effectivement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de diversité des produits. Les produits étaient quand même un peu chers, et puis pour les étudiants aussi. Donc, j'ai investi mes économies pour créer justement cette entreprise. Et ça, tu nous dis ça il y a combien de temps, du coup? 6 ans, 7 ans? Il y a 6 ans. 6 ans, je l'ai créé. Et puis, c'était pas évident, en fait, parce que comme étranger, en fait, j'ai pas la nationalité. J'ai jamais eu besoin, en fait, de l'avoir. Donc, j'ai toujours mon titre de séjour. Et puis, Bah oui, parce que du coup, tu nous expliquais que tu avais fait toutes tes études en France. Donc, finalement, tu avais, cette nationalité via les différents emplois, c'est ça? C'est ça, mais c'est juste que j'avais pas envie. C'est pas parce que j'aime pas la France, c'est juste que j'avais pas besoin donc, de faire toutes les démarches, alors que j'avais déjà mon titre de séjour qui était bien pour moi. Donc du coup, quand j'ai fait la démarche justement pour créer l'entreprise, c'est là que ça a donné un petit quelque chose, parce qu'on te demande des études en fait. Si tu n'as pas d'études, tu dois faire une formation à la CCI. Donc là, dans mon cas, bon, j'avais mes études, j'avais aussi un diplôme de langue française, donc c'était bien. Sauf que mon domicile était en région parisienne. Du coup, je ne pouvais pas créer une entreprise ici en Loire-Atlantique. Ok, donc en fait, finalement, un parcours entrepreneurial qui démarre avec quand même pas mal de compétition. C'est ça. Donc, du coup, j'ai commencé, en fait, je me suis inscrite en 2016, mais finalement, c'était en 2017. Parce que le temps d'avoir déjà mon titre de séjour avec la nouvelle adresse et tout. Donc voilà, j'ai commencé, je me suis dit, si je crée quelque chose, ça sera vraiment pour avoir des gros volumes, pour que je puisse faire descendre les prix aussi. Parce que finalement, plus on achète, moins c'est cher. C'est pas de pas payer en fait les créateurs, c'est les créateurs, les artisanats. C'est plus en fait au niveau des transports le coût. Et donc, finalement, c'est plus aussi écologique pour nous. Et donc là, finalement, ce que tu avais fait en commerce international, tu as aussi, j'imagine, aidé sur l'importation. Oui. Tu as mis combien de temps à sélectionner tes partenaires, à avoir quelque chose qui soit aussi éthique, durable, à te dire, bah, je vais peut-être plus prendre le type de transport, le bateau, que l'avion. Combien de temps ça t'a pris et comment tu as fait? Ça m'a pris 1 an. 1 an, en fait, avant de créer déjà l'entreprise. Une fois que ça a été créé, ça a pris 6 mois. Le temps de faire, en fait, les commandes, parce que toutes les commandes, ils viennent par bateau. Et donc, c'est par volume, c'est des palettes, des palettes qui arrivent. Donc, il y a ça, plus l'assurance aussi, les transitaires. Bon, il y a toutes les démarches à faire. Donc, Et tu as tout fait toute seule? Oui. Oui. Et j'ai commencé avec mon mari aussi, qui m'a aidé un peu à faire un peu, on va dire, le comptable. Mon mari, puis mon frère. Donc, j'ai commencé avec eux. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote. Alors, j'adore, depuis que tu me l'as raconté, moi, je trouve ça exceptionnel. Parce que au début, j'imagine qu'on n'a pas non plus ni le temps ni l'argent de pouvoir investir dans un entrepôt. Parce que là, tu me parles de palettes qui doivent arriver. Oui. Où est-ce que tu entreposais C'était tout chez ça? moi. C'était chez moi. Okay. Et j'ai commencé, il avait de plus en plus. Je pense que Ivan, il a connu. Je me rappelle, oui. Fernando aussi, de Comal. Parce que comme j'étais la seule, enfin ici à Nantes, en fait, et du coup, effectivement, tout était chez moi. Qu'est-ce que tu cachais dans la chambre de ton fils? Et justement, il y a un moment, en fait, je ne pouvais plus. Puis on s'est dit, bon, on va prendre tous les cartons de bière dans la chambre de Santiago, de mon fils. Eh bien, bravo. Et là, on s'est dit, c'est bon, non, il faut que je trouve quelque chose. Ça a commencé déjà à sentir un peu le carton et tout. Donc, mon mari, bon, il est gentil, mais il m'a dit, il y a un moment, il faut que tu fasses autre chose. Et c'est, voilà. Mais ça m'a permis justement de me développer. C'est encore un pas que c'est pas évident non plus à faire, parce que bon, c'est des charges en plus. Tu dis, tiens, est-ce que je vais impacter les produits, les prix des produits, comment ça va se passer, un plus d'assurance. Donc, et comment ça s'est passé? Tu as quand même répercuté un petit peu, j'imagine, parce oui, que oui, parce qu'en fait, j'achète de plus en plus. Donc, du coup, finalement, les prix, ils diminuent, surtout les prix des transports. En fait, c'est ça qui coûte aussi cher, et l'assurance.
surtout actuellement au Mexique où voilà, il y a les taux d'inflation qui explosent. Donc ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et du coup, là, aujourd'hui, tu as pas mal de produits qui tournent. Tu as un entrepôt. Il est situé à quel... c'est ta Oui. boutique aussi? Oui, c'est ça. C'est un magasin et puis un entrepôt à côté. Et il y a aussi une salle de conférence. En fait, on peut faire des événements. D'ailleurs, on fait des événements avec l'association Comal de Nantes. Et quand on fait les événements, on le fait au magasin. C'est un lieu de rencontre pour moi. En fait, j'ai créé Antojitos, le magasin, pour faire un lieu de rencontre aussi pour les Mexicains ou les Latinos qui viennent, en fait, des fois de raconter des histoires, des étudiants qui viennent pour acheter une sauce, mais qui disent, bah, tiens, mais en fait, ça fait longtemps que... Et puis, on entend des histoires que je n'ai pas parlé français, espagnol, ou, tiens, un Mexicain. Enfin, voilà, du coup, ça fait chaud au cœur. Et puis, on entend des tout. On entend des rires, on entend des pleurs, il y a des tout qui passent. C'est une Et vraie, c'est ça qui est bien, en fait. c'est une Et vraie que histoire, j'aime une bien. vraie communauté. Et ça fait du bien, j'imagine, de Oui. voir qu'on a monté en plus... vu que c'est pas facile tous les jours, on se dit, bah, au moins, on a monté quelque chose qui fait plaisir, qui rassemble. Oui, C'était c'est une ça. de tes missions, C'est peut-être? ça. Et oui, et pas que pour les Mexicains ou les Latinos, il y a des Français aussi. J'ai beaucoup de Français, des expatriés, ou même des Français qui disent, bah, tiens, mais en fait, c'est week-end, on aimerait bien manger mexicain, en faire nous-mêmes. Donc, on explique, on propose des choses. Il y a pour tout le monde, en fait, pour les véganes, pour les carnivores, pour tout le monde, en fait. Donc, on propose des choses et puis par rapport à ça, on s'est dit, ben, qu'est-ce que vous souhaitez? On vous donne la recette. On vous raconte aussi l'histoire du plat. Donc, en fait, c'est vraiment pas que vendre un produit, c'est de dire qu'il y a une histoire dans chaque produit. Un artisan ou un producteur qui cultive, en fait, et qui fait de ça. Bah, en fait, c'est une transition toute trouvée. Merci beaucoup parce que j'allais te demander du coup quelles étaient un petit peu tes valeurs. Oui. Il y a en effet le sourcing, les personnes avec lesquelles tu travailles, et il y a aussi une notion, on en parlait tout à l'heure, liée au transport, c'est toutes les notions d'éco-responsabilité. Tu me disais que tu emballais avec aussi des choses que tu avais déjà utilisées pour éviter Oui. de gaspiller, Oui, c'est ça? C'est ça. En fait, les sites Internet, parce on a les sites Internet et on a le magasin. Donc, les sites Internet, ça fait 5 ans que j'ai les sites Internet et 12 ans que j'ai le magasin. Donc, sur les sites Internet, on est certifié que tous les emballages, tout ce qu'on utilise, en fait, c'est recyclé. Même pour protéger les sauces en verre ou cette sauce aussi, parce que bon, quand même, peut y il avoir faut des chocs, savoir que les chauffeurs, ils ne traitent pas bien les colis. Donc, pour tout, en fait, on fait que même le scotch que nous utilisons, il est recyclé. Donc, tout est recyclé. Les partenaires et les transporteurs aussi, c'est certifié éco-responsable. Donc, sur les sites Internet, il y a toute une liste, en fait, comme quoi tout ce qu'on utilise, c'est certifié. Et même au magasin, en fait, c'est zéro déchet. On n'a pas des sacs plastiques. Quand on vend des produits, on n'a que des sacs craft, en fait. Et voilà. Et en termes de produits, tu en parlais, en fait, tu as aussi la certitude, et on va en revenir sur chacun d'entre vous, c'est important de rémunérer au prix juste les producteurs. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a des fabricants au Mexique qui font des achats, en fait, des piments, on va dire, pour faire les sauces. Et ils payent au prix, en fait, c'est ça. Parce que moi, je ne veux pas non plus dire, bah, tiens, ils font une remise en sachant que derrière, il y a quelqu'un qui fait tout son possible pour avoir Et lui, des il n'est beaux pas piments. remisé sur son temps. Et voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse aussi, et c'est important de le savoir, tu m'indiquais qu'il y avait une hausse de 20%. Oui. Voilà, il y avait des hausses qui étaient liées aussi bah, voilà, à ton souhait de rémunérer au prix juste les producteurs. Et ça, c'est important de le souligner, de savoir voilà, qu'en effet, derrière, le travail a de la valeur et que le plus important, c'est aussi de pouvoir bien les faire travailler. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas que des fabricants. En fait, je ne fais pas vendre que des produits alimentaires, mais aussi des ustensiles. Donc, notamment là, c'est fait main. Et finalement, on peut peut-être les trouver ici pour pas moins cher, mais pas avec la même qualité. Et pas avec tout comme ça. D'ailleurs, Ivan, c'est mon client aussi. Parce qu'on travaille, on essaie de travailler vraiment avec des artisans
qui font tout, surtout au Mexique, c'est fait main en fait. Tous les outils, la plupart, c'est fait main. Plus tout en fait. Et avant de passer à Natalia, sur le dernier point avec tes artisans, également, j'imagine que tu as des contacts réguliers avec eux. Ça va dans cette même logique de Oui. les rémunérer au plus juste. Tu as des contacts avec eux de manière régulière. Oui, oui, c'est ça. Et à chaque fois, j'essaie aussi de trouver de nouvelles choses, de nouveaux produits qui répondent de plus en plus aux nouveaux consommateurs, c'est-à-dire des produits qui sont éco-responsables, bio, qui utilisent moins d'eau, qui polluent le moins. En fait, il y a aussi ce genre de produits. Donc, j'ai aussi ces marques, ces nouvelles marques, on va dire. Et à côté, j'ai les marques traditionnelles, pour tous les Mexicains qui préfèrent les souvenirs de l'enfance aussi. Après, c'est vrai aussi. Bon, alors écoute, tu nous as donné un petit goût, un petit appétit pour tout à l'heure. Tu nous parleras recettes de cuisine et puis tes plats préférés. Natalia, à nous, Azaï, Oui, né suite à ce que tu nous as dit juste avant, à cette volonté de servir, à cette passion, on va dire, de la gastronomie, au manger sainement. Raconte-nous un petit peu tout. faire voyager nos clients dans l'univers de la cuisine brésilienne, mais aussi une cuisine saine, fait maison, qui suit, dans la mesure du possible, les saisons. Et voilà. Et tu me disais, ton mot d'ordre, c'est servir. Servir. Ouais, Ouais. la passion pour servir. Je crois qu'elle me l'a répété 20 fois, le mot servir. Elle m'a dit, moi, ce que j'aime, c'est servir. C'est ça, c'est servir mes clients autour d'un plat, servir mes collaborateurs, mes fournisseurs, tous ceux qui sont autour de moi. Et redis-nous alors un petit peu, tu as accompagné donc tes parents, ton frère dans leurs aventures entrepreneuriales. Et toi, à quel moment tu te lances? Est-ce qu'il y a eu des épreuves, des choses un petit peu plus compliquées, des choses peut-être beaucoup plus faciles que tu ne l'imaginais? Comment est-ce qu'on devient entrepreneur alors que finalement, on ne l'était peut-être pas forcément au début? Oui, c'est une vraie aventure. C'est pas un fleuve tranquille, en fait. Il y a des hauts et des bas. Nous, on a ouvert Azaï en 2019. L'année d'après, bim, le Covid. En plein cœur du centre-ville de Nantes, c'est ça? En plein cœur du centre-ville de Nantes, toutes les manifestations. Mais moi, je crois que quand on fait ce qu'on aime, ce qu'on fait, quand on a la passion, on arrive en fait à trouver la force qu'on a besoin pour traverser toutes les difficultés. Et je pense que peut-être c'est ça le secret, c'est aimer ce qu'on fait, parce que quand on aime, on lui croit. Et après, je pense que ça ressent par nos clients, ça ressent par tout le monde en fait. Est-ce que tu dirais que être entrepreneur et passionné, ça te fait soulever des montagnes que tu n'aurais peut-être pas eu le courage de soulever Absolument, absolument. Oui, ça fait partie de la routine de des entrepreneurs en fait. Je dirais monter cette montagne tous les jours, tuer un lion tous les jours, parce qu'il y a toujours des batailles, il y a toujours des difficultés. Mais j'adore cette aventure, c'est vraiment quelque chose qui m'y passionne. Alors pour être consommatrice aussi chez Azaï, c'est beau, c'est coloré, c'est sain. Quelle expérience culinaire tu veux faire vivre aux gens? J'ai envie qu'ils voyagent au Brésil, en Amérique du Sud, que ce soit Azaï ou Eita, chacun avec leur propre identité. J'ai envie qu'ils trouvent cette excellence, cette passion, et que ça soit un moment de plaisir. Je veux qu'ils vivent une vraie expérience. Et d'ailleurs, pourquoi Azaï? Azaï, c'est un mélange, en fait, c'est un jeu de mots entre Brésil avec un Z et açaï. Donc, c'est le mélange de Brésil et açaï. Alors, il y en a qui connaissent peut-être pas l'açaï. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est avant de rentrer dans la partie vraiment culinaire? Ça fait partie de l'histoire, dis-nous. Absolument. L'açaï, c'est une petite baie qui ressemble à une myrtille qu'on trouve qu'en Amazonie, dans les palmiers sauvages en Amazonie. Ok, et ça a une petite histoire, l'açaï. Tu me racontais en termes de culture, comment ça se passe? En quoi c'est important? L'açaï, en fait, c'est une baie qui va pousser en Amazonie, c'est excellent pour la santé. Vous avez entendu, c'est excellent pour la santé. Alors, à partir de demain, tous en cure. Tout le monde a l'açaï à partir de demain. L'açaï, c'est l'un des plus puissants antioxydants au monde. C'est une baie, c'est ça. C'est une baie qui n'a pas de fructose. Les habitants de l'Amazonie, les ribeirinhos, on les appelle
les ribeirinhos, ils consomment pratiquement tous les jours. Ils consomment d'une façon brute, salée, parce que Salée. oui, tout à fait, parce que l'açaï, il n'y a pas de fructose, donc c'est pas sucré du tout. Donc vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'à l'Asahi Café, Bah oui, c'est on ce que mange j'allais te dire. sucré. À Rio, on mange sucré. Donc, en fait, on a voulu, quand on a commencé à amener l'açaï dans le monde, on l'a retravaillé un peu. Donc, il fallait que ça soit quelque chose de plus séduisant, en fait, quelque chose qui plaise à tout le monde. Et là, on a apporté un petit peu de fruits, du granola, des noix. On est gourmand ici, hein, quand même. C'est ça, c'est ça. Donc, il n'y a pas, en fait, de mot d'ordre. Chacun compose son açaï bowl comme il le souhaite. La culture de cette baie empêche la déforestation. Absolument. On préserve les palmiers sauvages parce que, d'un, on consomme énormément, et tous les jours, la population de l'Amazonie. Et deux, parce qu'ils vivent de ça. Ça a un impact très fort sur l'économie locale. Voilà. Donc, bah voilà, écoutez, manger de l'açaï, c'est une Voilà, raison de plus. c'est ça. On préserve notre forêt. On parlait du coup de l'importation. Comment est-ce que toi, tu fonctionnes aussi sur tes produits? Tu me disais qu'en effet, tu avais certains produits qui venaient d'une manière, d'une autre. Tu nous as ramené d'ailleurs des petits bols à côté de toi, parce que l'açaï, c'est mis comme ça dans la boutique. Est-ce que là-dessus, tu as une petite histoire à nous raconter? Alors, les petits bols sont recyclés. Dès qu'ils s'attendent, dès qu'on l'enlève, on va le recycler. On va le travailler main. Donc, ils sont tous uniques. Il n'y a pas un seul bol qui se ressemble, en fait. Ils sont magnifiques. Chaque bol a son identité, en fait, parce qu'il y en a des plus grands, des plus petits, parce que chaque bol de coco, en fait, est différent. Donc, c'est fabriqué à la main. Et à l'Asahi, on consomme notre açaï bol dans un bol de coco, que ce soit l'açaï pour le bol sucré ou les bols salés, nos salades bols qui changent régulièrement. Tous les mois, on suit les saisons. Je vais poser la même question que j'ai posée à Natalia. On mange dans un contenant qui a une histoire. C'est important pour toi, même chose, d'avoir cette relation avec tes partenaires, oui, de savoir d'où ça vient? Tout à fait, parce que ça fait partie aussi d'une coopérative où justement vont être payés au juste prix, comme Cécile elle a expliqué aussi. Donc c'est fait par eux, c'est tout fait maison, c'est fait à la main, et voilà. Tu me racontais également que au tout début de ton aventure de Asahi, tu es allée sur place, oui, rencontrer les producteurs. Tout à fait. On est allé en Amazonie, moi avec mon frère, mes frères qui sont là. On est allé, on est resté une semaine. On a rencontré plusieurs producteurs. On a vécu en fait cette expérience là-bas. On a goûté plusieurs types d'açaï. C'était dur de goûter. Hein. C'était pas dur de goûter. Non, là, on a connu plusieurs types d'açaï. On a vu comme ils font pour monter. Depuis l'âge de 4 ans, ils commencent à monter dans les palmiers. On avait vu en fait leur histoire. C'était vraiment une expérience incroyable. Et j'ai essayé d'apporter le maximum de ça à la boutique, en fait, à l'Asahi Café. Même le papier peint qu'on voit là-bas, c'était dû aussi à une histoire que quand on a visité là-bas, on voyait qu'il y avait une plantation de bananiers mélangée avec les palmiers natifs d'açaï. Et en fait, au moment de décorer l'Asahi Café, je regardais le papier peint, je dis mais c'est exactement ça, il y a les couleurs d'açaï. En plus, c'est exactement l'image que j'ai vue quand j'étais là-bas. Et c'était comme si un puzzle, en fait, chaque pièce c'est un briquet. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'était une expérience que je recommande à tout le monde, une aventure en Amazonie, d'un, pour goûter l'açaï, deux, pour voir et vivre comme eux, ils vivent là-bas. Encore une fois, un voyage qui, je l'imagine, t'a permis de ramener plein de choses Absolument. en valeur, en humanité par rapport à eux, ce qu'ils vivent aussi sur place. Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Moi, je pense que justement savoir avec qui tu travailles, de voir l'expérience d'être là-bas, de voir la façon comme ils travaillent, comme ils sont en train de vivre, comme ils sont en train de faire cette cueillette, le respect de la forêt.
de savoir aussi nous, on va importer ici, mais c'est précieux pour eux aussi. Donc, c'est important pour eux de savoir comment va être transformé ou utilisé leurs produits. C'est ça, absolument. Parce que les habitants de l'Amazonie, pour eux, l'açaï, c'est très, très important. Ça fait partie de leur vie, en fait, depuis tout petit. Donc, pour moi, il y avait aussi cette responsabilité de savoir d'où vient mon açaï, qu'est-ce que je vais proposer à mes clients. Et je suis fière de dire que nous sommes l'un des seuls à proposer un açaï de qualité en France, en fait. Un açaï premium, une pulpe premium. C'est ce que tu m'as raconté et que tu m'as dit. En effet, ici, on a de l'açaï premium. Alors du coup, moi, un peu novice, et je me suis dit, mais qu'est-ce que l'açaï premium? En effet, c'est ça, c'est le côté pas transformé, qui vient en direct, parce qu'on peut retrouver l'açaï peut-être broyé ou en poudre. Ici, c'est peut-être pour ça, en ça, la différence? Pas tout à fait. En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'açaï. La petite baie de l'açaï, en fait, 90%, c'est le noyau. D'accord. On va enlever ce noyau, qu'après, on va utiliser en bracelet. On va donner plusieurs suites à ce petit noyau. Et ensuite, la peau, on va la broyer en fait avec de l'eau. Plus on va ajouter de l'eau, plus on va avoir un açaï qui est simple, on va dire. On a le simple, le moyen et l'açaï premium. Et ensuite, on va avoir aussi même l'açaï pape. C'est ce que les habitants de l'Amazonie consomment, l'açaï pape, parce qu'il est riche, vraiment riche en peau d'açaï. Quelque chose de quasiment brut, en fait, finalement, c'est ça. Il est très, très amer, en fait. Mais c'est comme ça qu'il mange. En fait, à point que si on met une cuillère, ça va le maintenir, cette cuillère, tellement il est épais. Ah oui, donc on plante la cuillère, carrément. Voilà, il bloque. Donc, après l'açaï papa, on dit que l'açaï premium, en fait, l'açaï spécial. Donc, c'est l'açaï qui, en termes d'antioxydants, en termes de goût, en termes de couleur, c'est ce qu'il y a de plus riche, en fait. C'est ce qu'il y a de meilleur. Et c'est c'est avec cet açaï-là qu'on travaille à l'Asahi Café. C'est comme un petit peu les fruits, les légumes que l'on a. Plus on va les broyer, plus on les met au blender, plus on dénature et on retire les nutriments. Tout à fait. Et à l'Asahi, nous avons l'engagement de faire un açaï authentique, comme on mange à Rio, avec une qualité extrême, en utilisant des fruits de saison, en utilisant un granola qu'on fait tout nous-mêmes. Et sans additifs, sans rien d'industriel, en fait. C'est sain et c'est bon. Alors là, je peux vous dire que vous n'avez pas été séduit par le discours et que vous n'allez pas manger un açaï bowl demain. Moi, je ne comprends pas. En tout cas, on va se ruer chez Asahi et tu vas nous expliquer tout à l'heure un petit peu aussi quelle cuisine tu as, comment tu travailles. Tu nous as ramené des petites choses à manger. Donc, ça, tu vas aussi nous expliquer un petit peu tout ça. Ivan, notre homme de la soirée. Voilà, toutes les filles sont passées, c'est à toi maintenant. Alors, le maraîchage, la passion de la France, ta femme, le chocolat un peu? Le chocolat, oui. Alors, explique-nous un petit peu, donc, Choc-Ola, oui. En plein cœur de Nantes. Oui, Choc-Ola. On commence par le nom, si tu veux. Choc-Ola, parce qu'on utilise hola, comme on dit bonjour en espagnol. Et vu que la phonétique française, ça le permet de faire ces jeux de mots, on a décidé de l'utiliser pour nommer comme ça notre entreprise. Et je commençais dans le chocolat quand j'étais un enfant. On va dire, j'ai eu la chance de grandir dans une maison où ma maman, elle faisait du chocolat par le plaisir quotidien. C'était pas le métier. Ma maman, elle était infirmière, mais c'est juste comme dans beaucoup de maisons au Mexique, on pouvait acheter le cacao, on l'amenait dans le moulin, on le faisait nous-mêmes à la maison, et on attendait que ça refroidisse pour le manger. C'est comme ça que j'ai appris à faire le chocolat, de façon empirique. Oui, totalement artisanal, par tradition. Même pas pour la curiosité de l'apprendre. Ça m'est arrivé comme ça, par chance. Et quand je suis arrivé en France, je me suis rendu compte qu'ici, c'est un produit qu'on connaît, qu'on consomme énormément, mais qu'on ne connaît pas forcément. D'ailleurs, on lancera le défi à tout le monde de regarder derrière cette tablette de chocolat, parce que je sais que vous en avez tous dans vos placards. Et on n'est pas sur de la bonne qualité de chocolat. En tout cas, d'après Ivan, et vous allez savoir pourquoi. Mais en même temps, ça se comprend, parce qu'ici en France, on n'a pas des cacaoyers.
Jusqu'à présent. Et Même si à Nantes, écoute, oui, on est allé visiter. c'est anecdotique. On a ça. un plan. Oui, mais ce n'est pas une production. Il y a un Exactement. cacaoyer dans le serre tropical du parc de Grand Blotreau. Mm. Mais c'est juste pour l'école d'agronome qui sont à côté. Exactement, oui. Donc oui, on a fait des chocolats une fois avec ça. C'était rigolo. Mais bon, nous, ce qu'on cherchait depuis le début, c'était d'avoir les contacts directs avec les producteurs. C'est très important d'être sûr, surtout parce qu'aujourd'hui, comme ils ont dit les filles, on cherche, les clients, les consommateurs, ils cherchent de plus en plus à être proches des producteurs, d'éviter la surtransformation des produits, qu'on puisse consommer un produit et qu'on sait d'où il vient, qui l'a fait, et tout ce qu'il y a dedans dans les ingrédients. Pour le cacao, c'est la même chose. Oui, de donner du sens finalement, de donner du sens à ce qu'on mange, de savoir ce qu'on mange. Bah oui, avoir la tranquillité qu'on n'est pas en train de manger des produits industriels qu'on était ultra transformés. Ce sont des mots qu'on entend très souvent dans les médias, qu'il faut éviter ce genre de choses. Et c'est avec juste raison qu'on cherche à avoir ce genre de produits. Et pour le chocolat, c'est la même chose. Nous, on connaît très bien les producteurs. On s'est déplacés, on a vu les gens travailler, on est allé sur les parcelles. Tu te rappelles quand ils sont venus aussi? Oui. Les producteurs, on les a vus à Nantes aussi. Ils ont été... C'était un super moment. Ils Oui. sont venus à la boutique. Oui. Et c'est ce que disait Natalia d'ailleurs. Oui. Le fait que ce soit important pour les producteurs de savoir comment est utilisé leurs produits. Et ils sont venus dans la boutique, ceux qui fabriquent le cacao, et je crois même de mémoire qu'ils ne savaient pas comment c'était transformé en chocolat, parce que finalement c'est le cacao, Oui. au-delà d'être du chocolat en fait. Oui, tout à fait. Mais les consommateurs, ils ont la curiosité de savoir d'où il vient le produit, mais même de l'autre côté, les producteurs, ils ont envie de savoir jusqu'où il va leur produit. Qu'est-ce qui se passe après la production qui se fait au pays? Donc voilà, ils sont venus, ils ont passé des temps avec les clients. Il y a eu un bel moment d'échange entre producteurs, clients. Voilà, on a fait une petite présentation. Ça fait déjà quelques années. Et voilà, c'était très intéressant de faire ça comme ça. Et toi, alors si on reprend du début, parce que chocolat, on voit en effet, tu as ramené quelques produits devant toi, mais avant que ce soit ça, il y a la fève. Et la fève, oui. Comment on l'importe, cette fève? Comment ça se passe? Comment c'est torréfié? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Bien sûr. C'était la même chose que Cécilia. On se sert de nos bagages. Commerce international, pareil. Et en effet, quand on ne connaît pas comment faire l'importation d'un produit, ça pourrait être vraiment très compliqué et ça peut se payer cher des erreurs au niveau d'importation, surtout les passages en douane, l'assurance, transporteur et compagnie. Donc oui, ça fait partie de mes connaissances, le commerce international et le chocolat, parce que ça faisait partie de ma vie depuis tout petit. Et donc la fève de cacao, si on veut parler un peu d'histoire, on va parler trop dans l'histoire, mais... Vas-y. Franchement, c'est ton moment, hein, Ivan, tu peux y aller. Le cacao, les fruits, et originellement, c'est un produit américain, du continent américain. Selon les traçabilités génétiques, on a pu trouver que ça vient du nord de la forêt amazonienne. Et à l'époque, il y a environ 4000 ans, c'était les anciennes cultures américaines, notamment les Olmecs, qui ont commencé à développer l'idée du chocolat, c'est-à-dire transformer la fève de cacao en chocolat. Voilà. On a retrouvé des traces archéologiques, ce sont toujours des hypothèses basées sur des trouvailles archéologiques. Et comme quoi c'était développé l'idée du chocolat sur l'actuel territoire mexicain il y a 4000 ans. Voilà. Donc, et au Mexique, c'est resté une tradition de consommer le chocolat. Si on va aujourd'hui dans les marchés, on voit toujours ce genre d'ustensiles pour... Très étrange d'ailleurs. Au début, moi, je l'avais vu en déco chez ça toi. Ça pourrait sembler un peu c'est étrange, mais c'est très simple. C'est un fouet de cuisine. Un fouet qu'on utilise pour battre dessus en neige. Voilà, c'est la même chose. C'est juste donner un peu d'air et pour émulsionner, c'est tout. C'est le fouet français, un petit peu. C'est comme un fouet qui va aérer la pâte. C'est la même chose, exactement la même chose. Et donc, on voit très souvent dans les marchés des personnes qui vendent du chocolat émulsé avec cet ustensile. Et, alors, nous, la fève, elle est travaillée, c'est un fruit. J'imagine que y a des... Alors, tu vas nous parler du criollo.
Oui, et un petit peu la manière aussi, comment on en arrive à le mettre dans un sac et l'emmener chez Ivan à Nantes. justement. Le travail des producteurs, comme on dit tout à l'heure, qu'on a rencontré il y a quelques années, et leur travail, c'est un savoir-faire ancestral. Eux, ils sont toujours installés dans les forêts des peuples mayas, dans le sud du Mexique. Et eux, ils savent très bien faire la fermentation du cacao parce que le fruit, quand il est frais, Oui. il y a un processus pour arriver jusqu'au chocolat. Si la fermentation n'est pas bien faite par les producteurs, on n'aura pas le goût de chocolat. Ah, Voilà, c'est ok. très important. Combien de temps d'ailleurs la fermentation alors? Entre environ une semaine. Une Selon les semaine. conditions climatiques, ça peut varier quelques jours. Ok. Suite à ça, on le fait sécher au soleil. C'est pas ça ce qui manque au tropique. Et ensuite, on le met dans des sacs en toile de jute. On le met dans un conteneur. Ça prend le bateau. Ça arrive en France. Et ensuite, nous, ici, quand on le reçoit, il est déjà fermenté, séché. Et c'est à partir de là que nous, on commence à travailler avec le cacao directement. C'est-à-dire, on va le torréfier. Ouais. La torréfaction, qui ne parle pas ces mots. Et ça consiste tout simplement en griller légèrement la C'est un fève. peu comme le café finalement, on le torréfie. C'est le même principe, sauf que c'est pas ni les mêmes températures, ni le même temps de travail. Et moi, je voulais te faire une petite parenthèse avant parce que tu n'en as pas parlé. Et en effet, moi, je fais souvent le parallèle avec le vin. On est d'accord que le chocolat, tu as une variété Oui. qui est le Criollo, Oui. qu'on peut avoir dans différents pays. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais Non, normalement, je continue. crois que j'ai bien appris ma Tu leçon. vois très bien. Et cette variété de chocolat peut donner un goût différent en fonction du terroir, Tout à fait. comme notre très cher muscadet, finalement. Comme n'importe quel produit naturel. En partir du moment où on change de sol, ça apporte tous les nutriments nécessaires et c'est ça qui va modifier aussi les goûts. En effet, tu parles des Criollo, il y a plusieurs familles variétales pour classer le cacao. La Criollo, c'est la variété que nous on utilise parce que c'est la variété qu'utilisent nos producteurs au Mexique. Et cette variété, en effet, c'est une variété qui est très aromatique et qui n'est pas forcément amère. Il y a une légère amertume parce que c'est normal, c'est du cacao, mais qui donne beaucoup, beaucoup d'arômes. C'est très puissant en goût. Voilà. Et les autres variétés, ils peuvent être plus amers, moins amers. Et notamment aujourd'hui, et on va goûter ça après, et Vous avez de la chance. Hein. on utilise la même variété parce qu'on a deux origines. Jusque-là, je vous ai parlé du Mexique, Oui. mais ensuite, je veux parler d'un autre pays, Haïti. Haïti, c'est très important pour nous, surtout parce qu'on est à Nantes. Et on va dire ça beaucoup après. Donc, cette variété de cacao Criollo, elle va donner un goût très fruité, va donner un arôme très puissant. Et si cette même variété, on la plante dans un terroir différent, il va avoir toujours ses qualités, mais L'aromatique va être différente. aromatiques différentes. Oui, voilà. Donc ça arrive à Nantes, Ça arrive à en Nantes. gros sac. Oui, Et là, Ivan, le magicien, on nous torréfie. transforme ça Oui, voilà. en belle tablette de chocolat. Oui. Donc tu torréfies dans ta grande machine. On a des machines pour torréfier le cacao. Et ensuite, on broie les fèves, c'est-à-dire qu'on va obtenir une pâte pour faire le cacao. Ok. Et nous, on continue à respecter la façon traditionnelle mexicaine. Donc il pour ne la faut pas fabrication de s'attendre chocolat. peut-être à du chocolat qui va être avec conchage, tempérage, tous ces mots un peu barbares des chocolatiers. Pas trop. Ils ont développé ça pour répondre à des habitudes de consommation. une clientèle française ou européenne qui réclamait plus ce genre de produits. Je sais pas. Chez nous, c'est resté toujours traditionnel le faire de cette façon, avec la fève de cacao entière. Et nous, on ne rajoute pas ni graisse végétale, ni beurre de cacao, ni lécithine, ni d'autres choses qui n'ont rien à faire là-dedans. Vanille. Donc voilà, on va garder vraiment les produits purs. Donc, c'est-à-dire qu'on a quoi si on prend chez toi une tablette de 80, 70, enfin ce que vous allez goûter après? Voilà, fève de cacao entière, Fève de sucre de cacao. canne, stop. C'est tout. C'est tout. Rien de plus. C'est simple, c'est bon. Il n'y a pas besoin de rajouter plus de choses. Si la matière première elle est déjà bonne à la base, comme disait Natalia, tu n'as pas besoin de faire plus de choses. Simplement les mettre en valeur et les déguster.
C'est beau. Ça vous donne pas faim, tout ça? Moi, ça me donne Ça super donne faim, envie, en fait. Maintenant, on a l'histoire de nos trois... Tu voulais rajouter quelque chose? Tu veux qu'on parle d'Haïti ou après? Allez, on parle d'Haïti avant de parler des produits. Haïti, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Oui. On remercie la ville de Nantes, d'ailleurs. Oui, justement, c'est la ville de Nantes qui nous a aidés à tisser ces liens avec les producteurs haïtiens. C'est vrai qu'au départ, nous, on a choisi le Mexique parce que c'est le berceau du chocolat dans le monde. Mais par la suite, on a eu des élus de la ville de Nantes. Je me souviens de C'était ce là. jour incroyable Oui. où Gildas se vient avec des fèves. Oui. Gildas Salin de la mairie, il Gildas vient, il me Salin, dit oui. Amélie, j'ai des fèves d'Haïti que j'ai ramenées parce qu'on est en collaboration entre la ville de Nantes et Haïti. Mhm. Qu'est-ce que j'en fais? Autant vous dire que j'ai pas eu longtemps à réfléchir. Je suis allée voir Ivan, j'ai oui. apporté mes... Je sais pas combien on avait rien de 3 fèves. kilos. 3 kilos. J'ai dit, Ivan, c'est à toi de jouer maintenant Bah oui. du chocolat. On l'a travaillé et on s'est rendu compte que c'était vraiment un cacao exceptionnel. Et après, on a fouillé un petit peu plus dans l'histoire pour savoir un plus sur ces produits-là. Et on a découvert que dans l'histoire de Nantes, il y a un passé très lourd, mais que on le regarde en face, oui, on reconnaît qu'il y a eu un passé d'esclavagisme avec Ouais. Haïti, et qu'aujourd'hui, on essaye de faire des choses dans le bon sens. C'est-à-dire que la ville de Nantes a financé une partie pour relancer la filière cacao en Haïti, et on était appelés, nous, en tant qu'entreprise, pour faire l'importation directe, comme on faisait déjà avec le Mexique. Et on a relevé le défi, et on l'a fait. Et c'était compliqué parce que avec Haïti, si je me souviens bien, c'est qu'ils ne savaient même pas la valeur de leur cacao. C'est-à-dire que tu as monté avec Marion, Choc Ola, à recréer un petit peu la valeur du produit, parce qu'ils n'avaient aucune idée de combien se rémunérer, combien valait le produit. C'est important de payer les gens comme il faut. On a tous le droit d'avoir une vie digne. Donc, en évitant tous les intermédiaires, on est sûr que l'argent va vraiment chez eux. Donc, nous, on a pris exactement la même chose qu'on faisait avec le Mexique, avec Haïti. Et voilà, comme ça, on est tranquille. Et voilà. Et le cacao d'Haïti, par la traçabilité qu'on a pu faire, c'est exactement la même variété de cacao. Et Donc comme c'est on l'a du dit tout à criollo l'heure, aussi, comme au pareil. Mexique. Oui, Ok. oui. Pareil, c'est la même variété. Mais on va voir tout à l'heure, on va goûter, c'est un goût complètement différent. Et tout ça, c'est apporté par la terre, par le terroir. Bon, voilà, en tout cas, si vous ne connaissiez pas, vous allez pouvoir déguster. C'est vraiment magnifique. Alors, on va commencer à rentrer dans cette dernière partie. Ça fait quasiment 45 minutes qu'on est ensemble. On va avoir encore un bon quart d'heure pour faire passer les produits de chacun. Ils vont vous les expliquer. Alors, j'espère que vous aurez peut-être un regard, un palais différent en connaissant leur histoire. C'était le but d'aujourd'hui. C'était d'apprendre à connaître l'humain, on va dire. Ensuite, avant de rentrer dans une boutique et ensuite de déguster les produits, vous allez ramener un peu de ces trois personnes-là chez vous. En tout cas, moi, j'ai aimé entendre vos histoires. Donc, déjà, sur ce premier temps, je vous remercie infiniment. Merci Amélie. J'ai bu et je me suis nourrie de toutes vos histoires. On va commencer du coup avec la dégustation de Cécilia. Tu vas nous dire un petit peu ce qui va passer, ce qui va tourner dans les petites assiettes auprès de chacun. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui tourne? Oui, alors dans la première, la bleue, il y a de la purée de haricots marrons. À côté, c'est des chips de tortilla. En fait, c'est une tortilla qui est bleue parce que c'est le maïs qui est de couleur bleue. C'est pas qu'il y a des colorants, en fait. Et le maïs bleu, justement, il a un fort antioxydant. Donc, c'est un maïs vraiment qui est bien pour la santé. Et il y a quoi avec le maïs bleu comme accompagnement? De la purée de haricots marrons. Purée de haricots marrons. Et au piment chipotle. Donc, mais il ne pique pas. Voilà, exactement. Elle m'a dit, Amélie, je vais mettre du piment. Juste pour donner le goût de fumée. Mais voilà, ça ne pique pas. Ensuite, on a la salade des cactus. Donc, c'est des cactus, des figues de barberie, en fait, mais qui sont comestibles. D'accord. Il y a de la tomate, de la coriandre et des oignons.
Et un petit peu de vinaigre de piment jalapeño. Ah là là, il y a du piment partout. Et avec c'est des Et totopos. ensuite, c'est des totopos. Ça s'appelle des totopos. Les bleus aussi, c'est des totopos. En fait, c'est juste une façon de couper la tortilla. Parce qu'il faut dire que dans la cuisine mexicaine, comme ici, on mange beaucoup la baguette, là-bas, c'est le maïs. Donc, c'est vraiment la base de la cuisine mexicaine. Et donc, d'ailleurs, la cuisine mexicaine, en 2010, elle a été déclarée patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Oh, Voilà. Eh ben, bravo. Et depuis 2010, il y a de plus en plus de personnes qui disent, qui veulent découvrir la vraie cuisine mexicaine. Donc, c'est ça que nous, on fait aussi en Tojitos. On propose, et puis pour pas que ça soit, mélangé ou pas trop fusionné, de manière que ça soit Que pas tout le monde que puisse des le techniques, déguster. voilà, Ouais. et que ce soit de la cuisine mexicaine. En tout cas, je crois que ça se régale parce que vous l'entendez pas forcément dans les micros, mais alors ça craque hein, dans les bouches à côté. Ça a l'air d'être fortement apprécié. Et on le rappelle, les totopos, c'est toi qui les as fait quand même. Oui, c'est moi. Ah, C'est moi qui les ai fait. Donc, c'est fait maison. donc La salade aussi, sauf les cactus qui viennent justement du Mexique. Mais sinon, tout est fait maison. C'est moi qui ai fait la purée aussi. Et j'ai tenu vraiment à faire la purée des haricots, parce qu'ici, on connaît plus les haricots rouges Oui. pour faire les chili con carne, qui d'ailleurs, c'est pas mexicain. Donc, c'est texan. C'est pour la petite histoire. Et du coup, tu m'as dit marron, hein, les Oui, pois. marron. Et du coup, Haricots marron. t'as fait comment? Tu les as mixés? T'as rajouté? Il faut les cuire avec des lait pas sauté. J'ai ramené aussi une petite herbe. C'est un peu citronnelle, en fait, pour D'accord. que si jamais tu veux la sentir. Mais elle est là-bas. Mais tu Non, vas la sentir on après. nous, on n'a pas le droit de goûter, on goûtera à la fin. On va sentir juste l'herbe. Et c'est avec ça, en fait, que j'ai cuisiné les haricots. Ensuite, je les mixe. Enfin, je les écrase. Et d'ailleurs, je suis en amour devant ton Instagram parce que sur tes réseaux, tu nous cuisines plein de choses avec en effet des inspirations parce que des fois, on ne sait pas trop comment cuisiner. Oui. Donc, tu te mets au fourneau et tu nous montres un petit peu ce qu'on peut cuisiner avec les produits que l'on trouve sur ton site et dans ta boutique. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, les produits mexicains, c'est tellement versatile. D'un seul produit, on peut faire beaucoup de choses. Genre là, en fait, on prend un apéro avec les totopos, mais on peut faire aussi un plat qui s'appelle des chilaquiles, que je t'avais raconté. Tu m'as raconté, mais du coup, j'ai eu très très faim après, donc j'attends de vite venir à la boutique pour déguster ça. C'est ça. Et en fait, sur les sites internet, il y a des recettes aussi. Donc, la cuisine mexicaine, finalement, elle est ouverte à tout le monde. On a des plats qui sont déjà prêts à chauffer pour ceux qui veulent plus, pas trop cuisiner, mais plutôt chauffer. La flemme, hein, on va le dire. Faire voyager ailleurs. Ou des personnes qui veulent cuisiner, qui adorent cuisiner et qui veulent avoir des recettes ou des idées de recettes pour justement trouver Du coup, des je t'ai produits. coupé, mais dis-nous, c'est quoi ce deuxième plat avec les totopos là? Oui, Redis. les chilaquiles. Alors, on va dire que c'est un gratin. Je Les crois qu'ils totopos connaissent. pour les- Il y a des grands sourires. En fait, on met les totopos, Oui. on fait une sauce, Ouais. soit verte, rouge, pas trop piquante. Bon, après, ça dépend de chacun. Bon, on peut mettre un peu de piment. Allez, vas-y, parce que je sens que tu... Oui, et ensuite, on met soit de la viande, des légumes, ou soit sans rien. D'accord. Parce que nous, en fait, on a un plat, et c'est l'almuerzo. Et nous, on fait les chilaquiles, à côté, on met un œuf sur le plat. Ok. Un œuf au plat. Et voilà, ça fait un almuerzo. Et en fait, on nappe, et donc c'est les chilaquiles. C'est les totopos, la sauce, on les nappe. Ensuite, on met du fromage et de la crème fraîche. On peut les mettre un petit peu au four. C'est gourmand, ça. C'était- J'ai Ivan qui me regarde avec le large sourire. On sent que là, ça fait Ça donne plaisir. faim, hein. Ça donne Je pense faim, qu'il ouais, adore les absolument. chilaquiles. C'est quelque chose que nous, on mange beaucoup, surtout les matins. Et puis après, ça dépend de la région. Ça peut changer. Je sais qu'en centre, à la ville de Mexico, ils les mangent avec du pain. En fait, ils font le pain à l'intérieur. Et puis chez moi, en Du fait, pain oui. Avec ça dedans. Oui, Oh. oui. Ah oui. Ouais, Ah, mais c'est à tester, hein, écoute. c'est à tester. Et Ah, c'est puis bon, chez hein. nous, C'est puis- testé, approuvé par Ivan. Natalia aussi, tu connaissais? Moi, je connaissais pas du tout. Non, pas ce plat-là. Va falloir qu'on se lance, hein, je C'est pense. ça, tout à fait. oui, et du coup, dans ma région, nous, on ne fait pas ça.
Mais voilà, on a les chilaquiles quand même. Et puis du coup, chaque région a son histoire, a son plat. Tu me disais d'ailleurs, je l'avais noté, que le maïs des tortillas là, provient de producteurs Oui, de Donc- Sinaloa, du nord du Mexique. Le Sans maïs, c'est OGM. oui, voilà, c'est ça. Et C'est un bio. maïs créole. Oui, c'est ça. Bio et sans OGM. Et directement des producteurs. Bon, alors Ça, n'hésitez c'est pas à mince. aller sur son site internet d'ailleurs, parce que vous allez vous donner faim, vous allez avoir plein de recettes. Je reviendrai vers toi tout à l'heure. Est-ce que tout le monde a bien goûté? Ouais. Bon, on va pouvoir passer à toi, Natalia. Comme ça, c'est très bien, parce qu'on terminera sur la petite note sucrée. C'est bien. Natalia, sur les produits que tu nous proposes, Aujourd'hui, ouais, vous allez aujourd'hui, goûter- Aujourd'hui, vous allez goûter les petits pains au fromage brésilien. On appelle ça les pão de queijo. Les pão de queijo, on mange le matin, l'après-midi, quand on a une fête, quand on a une soirée. On mange à tous les moments au Brésil. C'est vraiment, vous trouverez dans un coffee shop comme vous trouverez dans une fête. Il n'y a pas de moment pour manger un pão de queijo. alors moi je les vois de loin, c'est quoi? Ça ressemble à des sortes de petites boulettes, c'est ça? C'est des petits boulettes, ouais, tout à fait fait avec la farine de manioc. Au Brésil, on utilise énormément la manioc. Ok, plus que le blé finalement. Plus que le blé, absolument. Et les pão de queijo, voilà, c'est travailler avec la farine de manioc, du fromage, de l'huile et des œufs, tout simplement. Que des bonnes choses. Et là, c'est servi avec une petite sauce à la goyave. Ah, On appelle ça la goiabada la chez nous. goiabada. C'est ça, la goyave. Donc, pour faire un peu une touche sucrée-salée. Et Mais- ensuite, on trouve aussi en dégustation les dadinhos de tapioca. C'est les dés de tapioca, aussi fait avec la farine de manioc. Là, avec une texture un petit peu plus croustillante, en fait. Quel avantage ça va avoir de travailler le manioc? Je connais pas trop la différence. Dis-moi, éclaire-nous. Le manioc. Sans gluten. Sans gluten, tout simplement. Ouais, c'est Donc, déjà bon beaucoup. à savoir parce qu'on a pas mal de personnes qui deviennent de plus en plus intolérantes. Tout Bah, à c'est fait. important de le mentionner en se C'est disant ça. que C'est ça. sans gluten. On voyage au Brésil et c'est sans gluten, donc ça permet de faire plaisir à plusieurs personnes. Et ça, on le retrouve à la carte de. On retrouve le pão de queijo à l'Azaï, mais aussi à Eita. Et on va retrouver les dadinhos de tapioca, donc on appelle ça les croquants de tapioca ici à Eita. Et on retrouve, du coup, à Eita. Alors, moi, j'ai très très faim. Purée. Je reviendrai vers toi et tu nous donneras ton top 3 des plats emblématiques. Attention. Et un petit peu ce que représente pour toi la cuisine brésilienne. Très bien. Mangez pas tout. Hein. Laissez-nous-en un petit peu, Laissez un peu pour vous. s'il vous plaît. Bon, au pire, c'est pas grave, on ira faire un after à Azaï. Juste Direct après, à la alors. source. C'est À la ça. source. C'est ça. Ivan, alors vous avez Oui. peut-être encore la bouche un peu pleine de fromage. Avant de passer tes petits chocolats, qu'est-ce que tu nous proposes, tiens d'ailleurs, dans la boutique, parce que tu nous as ramené pas mal de choses, et notamment un coffret, Oui. qui est un des derniers coffrets produits de la boutique, qui ressemble finalement à ce que vous allez tous avoir en dégustation. C'est un coffret avec 9 compartiments. C'est ça, hein? Ouais. Oui. 9 compartiments, 9 variétés différentes. Donc, on est sur une base de quoi? De 70%? Alors, elles sont toutes différentes. Il y en a certaines qui sont à 70%, mais surtout, chacune est unique. Parce que là, en l'occurrence, je ramenais pour déguster 4. Ok, vous allez en déguster que 4 sur 9. Il va falloir acheter le Bah coffret oui, pour goûter 4 les sur 9, 9. c'est déjà pas mal. Donc, il y a pure origine Mexique, pure origine Haïti. Haïti. Ensuite, il y a un assemblage de deux avec du gingembre plus gingembre confit et une quatrième à l'amande. Alors, regardez bien dans la boîte. On va regarder un petit peu ce que vous allez... même chose, ça déguste derrière. Alors, est-ce que la case d'Haïti ou la case du Mexique va être la plus mangée? Haïti, c'est ça? Ah, génial. Bon, alors donc Haïti, Mexique, assemblage des deux. Assemblage des deux pour faire épicer au gingembre et l'autre c'est aux amandes, qui est plus doux. Bon, très bien. Alors, retenez bien les saveurs, hein, tous, parce qu'on va ensuite vous poser des petites questions et vous allez pouvoir aussi interagir avec nous, hein. Le but, c'est que vous puissiez nous donner vos ressentis. Donc, on est d'accord que, on le rappelle, dans les tablettes, tu as le chocolat et le sucre complet. Dans n'importe quel produit, il n'y a que des fèves de cacao entières, sucre complet et stop. Quelques épices parfois, mais rien d'autre.
Pour ceux qui achètent tes tablettes, parce que ça peut en effet dérouter, on lui disait tout à l'heure, tu n'es pas comme un chocolatier traditionnel. Cette tablette, elle peut blanchir et elle a un goût un peu rugueux. Alors, faut savoir que déjà, n'importe quel chocolat, il va blanchir un jour ou un autre. Ça va arriver Le à pauvre. tous les chocolats. Bah, c'est comme nous, hein, Mais- on blanchit un jour ou l'autre aussi. Bah oui. C'est un peu ça, hein, j'ai envie de On dire. blanchit, on perd le... Bah, il faut qu'ils soient au même niveau. Mais en réalité, ces blanchiments, ce qu'on connaît comme les blanchiments gras, et ce n'est rien d'autre que le beurre de cacao qui remonte à la surface. Parce qu'en fait, dans la pâte de cacao, Oui. on en effet le chocolat et cette masse grasse Oui, que les industriels aiment bien rajouter aussi pour lisser un peu plus. Voilà, Donc, ouais. on en parlait. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous avais dit, regardez bien votre tablette de chocolat. Vous regarderez derrière ce qu'il y a en premier ingrédient. Entre le sucre et le beurre de cacao, je pense qu'on est sur le même combat. bah voilà. Donc, toi, il faut qu'il y ait noté en premier ingrédient cacao. C'est la base. Comment tu peux faire de chocolat s'il n'y a pas de cacao? Donc, En tout cas, pas de rajout de beurre de cacao en plus. non, il n'y a pas besoin. Il y en a déjà assez de beurre de cacao naturellement dans chaque fève, donc il n'y a pas besoin vraiment de rajouter plus. Vous allez le voir. Et c'est le cas de ce que vous êtes en train de manger. Et du coup, on a aussi ce côté donc blanchiment. Ok, on a compris, Oui. c'est parce qu'il y a de la masse grasse qui remonte. Mhm. Et ce côté un peu granulé, on n'a pas l'habitude aussi. Habituellement, si vous mangez des marques traditionnelles, on est sur quelque chose de très très lisse. Oui. En fait, il va rester un peu granuleux, justement parce qu'il n'y en a pas eu cette ultra transformation de produits. Donc, c'est juste broyé pour réduire Donc pour vous faire la étonnez pâte. pas si c'est un peu granuleux, c'est Ouais. qu'en effet, c'est simplement broyé. Et le sucre, on le sent encore. Donc, il n'a pas été complètement dissous dans la pâte. Hmm. Donc, il y a le sucre qui reste là, les cristaux de sucre, et on peut le sentir croquer au moment de manger le chocolat. Bien appétissant. Oui. J'en profite parce que du coup, oui, dis-moi. Par contre, vous allez vous rendre compte, le goût du chocolat, il reste longtemps en bouche. Et ça, c'est une qualité unique de cette variété de fèves. Et ben, ce que j'aime bien faire avec ton chocolat, je sais pas s'il y en a qui sont encore en train de le manger, vous pouvez vous resservir d'une deuxième fournée, mais c'est le laisser fondre. Moi, Oui. j'aime bien le laisser fondre parce que du coup, il s'infuse dans le Oui, palais. bah oui. Bah, faut prendre plaisir. Faut pas sentir le besoin de manger. Prendre un petit morceau, tu le laisses fondre et tu dégustes. Tu vas jusqu'au bout. Bon, tu nous as ramené du coup des produits devant tout. On va pas se laisser dans le suspense et dans l'attente. Oui. Qu'est-ce qu'on a dans ces petits pots en verre, s'il te plaît? Dans les petits pots, il y a 2 pâtes à tartiner, une aux amandes et l'autre à la noisette. Pas des produits laitiers. C'est Ok. produits simples. Cacao, de l'huile de tournesol, de la vanille, amandes, rien de plus. Cacao, huile, amande, Sucre et vanille. sucre, vanille. Voilà. Simple, efficace. Donc ça, on les retrouve à ta boutique, hein. Voilà, il n'y a pas d'émulsifiants, pas de produits laitiers, pas de conservateurs. C'est pur, c'est naturel. Voilà. Et en termes de conservation, ça se conserve quand même très longtemps. Ah non. 1 an. Mm. Bon, de toute façon, ça ne sert à rien d'avoir une DLC sur ce type de produit. Je ne sais pas si vous validez autour de la table, Absolument. Et de le manger. mais clairement, je pense que voilà, une semaine, Oui, à peine. Ça À reste peine, pas longtemps dans les à placards. peine. hein. DLC une semaine. c'est ça. Et juste à côté, ça va faire la boucle parce qu'on va refaire un dernier tour aussi. On a des palets, c'est ça, hein? Oui, c'est des petits palets à faire fondre pour faire des chocolats chauds. En fait, on a fait un format pour faire 10 chocolats chauds. Il y a 10 palets. Voilà, il faut juste rajouter Alors qu'est-ce qu'on rajoute? C'est bien ça la question. Qu'est-ce qu'on rajoute? juste un liquide très chaud. Ça pourrait être du lait, de l'eau, du lait de soja, De l'eau. peu importe. Oui. Tradition mexicaine, c'est ça, Oui, l'eau? parce que le lait, c'est pas un produit qui était originaire d'Amérique. Ce sont les Européens qui ont ramené les vaches et on a commencé à consommer du lait après la conquête. Donc si vous êtes curieux, Oui, le palais directement dans de l'eau chaude. dans de l'eau Un chaude. petit peu. Un tout petit peu, un mug, voilà, une petite tasse, et voilà, ça se dilue très bien. Et ça se boit très bien apparemment. Ah bah oui. Je confirme. Il y a une testeuse aussi. Oui. Testée, On a approuvée. déjà vendu à la Zaï Café Oui, le oui. chocolat. Oui, parce que pareil, on fournit des restaurateurs, des C'est ça, cafés, tout des à bars fait. qui servent notre chocolat. Voilà. C'est ce que Et j'allais vous juste- demander Excellent. parce que Ah, ça y est. Excellent. finalement, bon, vous n'êtes pas si loin, mais vous avez des métiers qui sont aussi différents, proches. Il y a des collaborations, des choses qui se font entre vous. Oui, coffrères, On a collaborateurs. déjà collaboré voilà, ensemble, oui. tout à fait. oui. Des bons partenariats. À partir du moment où on a des valeurs qu'on partage, on peut aussi faire nos produits ensemble et présenter qu'on est capable de faire des choses ensemble avec de bons produits.
J'imagine avec Cécilia, sur les transports peut-être. Oui. Non, je vends ces tablettes Oui, sur les sites pareil. internet. Oui. Et ben voilà, on va chez Cécilia et puis du coup on a tout. Et pareil, quand il y a des clients qui viennent à notre boutique et qui cherchent des produits mexicains, on va chez Cécilia. C'est beau ces Voilà. échanges. Du coup, moi, je voulais vous poser, alors on va le faire encore une fois en tour de table, mais ce sera la même question pour vous trois. Vous allez me dire un petit peu votre top 3 de plats emblématiques. Ensuite, vous allez me dire un petit peu ce qu'est votre entreprise en 3 mots. Donc tout d'abord, ton top 3, Cécilia, des plats emblématiques. Qu'est-ce que tu nous dirais pour nous donner faim un petit peu, parce qu'on n'a pas assez mangé. Alors pour moi, déjà c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de plats emblématiques. Mais oui, il faut choisir 3. Pour moi, c'est le pozole. C'est une soupe à base de maïs, des grains de maïs c'est un grain spécial en fait, parce que c'est un petit peu gros. D'accord. Et du coup, on met soit des légumes, on le fait mijoter avec des légumes, avec des herbes aromatiques, soit avec des poulets, de la viande ou tout simplement des légumes. Ensuite, on met de la sauce à base de piment. Mais qui On en pique. Mais c'est juste pour élever en fait. On peut le faire blanc, c'est-à-dire son piment rouge et vert qui vient tout simplement de ma région, où il y a plus de herbes en fait. C'est ça qui donne la couleur. On ne met pas des colorants. Donc le pozole. 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 Oui. Ah Oui, bah, le pozole. il faut que j'apprenne en même temps, écoute. Oui, t'as bien fait, t'as bien Il prononcé. se moque. Non, pas du tout. Je suis admiratif. Alors, le de cette numéro 2. présentation. Oui, c'est le tacos al pastor pour moi. C'est de la viande de porc qui est marinée, mijotée, cuite à la broche en fait. Ça fait partie, je pense, d'une chose qui nous a laissé justement les échanges avec les Européens, enfin oui, les échanges qui ont laissé. Parce que déjà chez lui, il y a le taco arabe qui c'est comme un pastor. En fait, c'est pareil, c'est cuit à la broche, mais c'est fait avec du pain. C'est ça, non? Oui, quand elle dit chez pita. moi, elle parle de ma ville d'origine. Ah, vous mettez du Pas pain. chocolat. Pardon. Oui, c'est des Les tacos. Puebla, oui. oui. Faites, Et du coup, sinon, il y a le pastor. Et ensuite, je pense que c'est les tamales. Ces tamales, c'est une papillote cuite à la vapeur. Donc, c'est fait avec de la pâte et de la farine de maïs nixtamalisée. Donc, c'est une farine qui vient du Mexique. On ne trouve D'accord. pas ici la farine. On peut trouver la farine de maïs, mais celle-là, elle est nixtamalisée, c'est-à-dire que le maïs, il est cuit avant d'être déshydraté. Et on met de l'eau, et du coup, le goût, il n'est pas le même. Donc, il y a ça. On fait la pâte, on met de la viande, en fait, on fait la garniture. Pareil, soit des légumes, soit des viandes. On met dans un feuille de bananier, une feuille de maïs, on roule. Et on en fait beaucoup à la Chandeleur, justement. C'est un plat que, nous, pareil, on a la galette de roi, comme ici, c'est la rosca de reyes. Et ici, on a la fève, on dit que c'est le muñequito, l'enfant, le divin enfant. En fait, c'est la fève. Et si on a la fève, il faut faire des tamales. Ici, c'est des crêpes, là-bas, c'est des tamales. On peut les faire sucrés ou salés. Il y a des tamales de feuilles de maïs, ils sont sucrés, des feuilles de bananier, ils sont salés. D'accord. C'est très gourmand. Et donc ça, j'imagine qu'en plus, tu as déjà fait les recettes et on peut retrouver tous les produits sur ton site. C'est ça. D'ailleurs, le samedi, il y a un atelier Ah. au magasin. Il y a un atelier pour faire des tamales. Donc, si Tu vas nous jamais- donner l'adresse. On va tous se retrouver chez toi, du coup. C'est ça. Non, mais avec plaisir. Tu nous redonneras l'adresse en fin d'émission. Nathalie, oui, et puis alors, attends, excuse-moi. Et Antoritos en 3 mots. Ça, c'était dur. Je t'ai posé la question. Oui. Alors, c'est les souvenirs de l'enfance, la passion, le voyage, ou plutôt le partage. Voyage-partage. On ne peut pas trop. Bah, c'est très, très beau. En tout cas, merci pour ce partage que tu nous as fait ce soir. Merci beaucoup. Natalia, Oui. ton top 3 de plats Mon top emblématiques? 3, c'est facile. Açaí, les pães de queijo et les plats du jour d'État, les plats de la semaine d'État qui changent en fait toutes les semaines. Parce qu'on peut voyager, on peut faire la feijoada une semaine. La semaine d'après, on va faire un bobó de camarão, ainsi de suite. C'est quoi cette semaine? Donne-nous faim. Alors, cette semaine, c'est un plat qu'on a créé nous-mêmes. Donc, c'est du bœuf brisé avec la manioc, la farofa et une purée avec butternut.
Donc, en fait, on fait toujours une touche brésilienne. Quand on va créer un plat, touche brésilienne avec les produits de saison. Les produits de saison locaux. Voilà, Et puis locaux. ça fait de la couleur. Tout à fait. Et de la couleur, parce que la cuisine brésilienne, c'est une cuisine colorée. Bon, voilà, on vous a aussi donné votre menu pour la semaine. Donc Voilà. voilà, c'est plutôt Voilà, très c'est pratique. Vous allez chez Natalia et ensuite vous allez faire l'atelier chez Cécilia. C'est ça. Voilà, la petite touche de dessert juste après. Donc on a ton top... Ah non, ton top 3, il en manquait un troisième. Donc, on a dit ça. On a dit açaï, on a dit Pão de queijo et les plats de la et semaine. les plats de d'État. la semaine. Ah oui, C'est ça. ok, allez, à fait. on le prend. Et du coup, açaï en 3 mots. Azaï, c'est Azaï Eita, c'est passion, c'est comme toi, c'est partage. Et c'est aussi le côté tropical, en fait, le côté exotique, surtout. Ouais, c'est ça. Eh ben, je te remercie de nous avoir fait aussi voyager, de nous avoir Merci à toi, Amélie. partagé tout ça. En tout cas, moi, j'ai encore découvert plein de choses ce soir. Parfait. Ivan, Oui. attention, c'est parti, les 3 plats. Alors, je vais te parler des 3 plats qui sont traditionnels de ma ville. La ville où j'ai grandi, Puebla. Et en première, forcément, parce qu'il y a le cacao dedans. Et il s'appelle les mole poblano. C'est un plat, c'est une sauce faite à base de cacao et beaucoup d'autres ingrédients. Je ne vais pas faire la liste entière, mais c'est une sauce qui sert à baigner de la dinde ou du poulet. Ah, un peu comme si on le faisait mariner, finalement. C'est plus pour l'accompagner, voilà, pour le Ok. servir avec une sauce. Voilà, c'est très traditionnel de la ville de Puebla. Il faut savoir aussi qu'après, chaque ville ou village a sa recette particulière avec des variantes, des modifications. Voilà, mais il y a toujours le cacao comme ingrédient, on va dire, qui fait partie de la recette d'origine. Ensuite, il y a un autre plat qui s'appelle les pipián verde. Et ça se fait très bien. Pipián verde. Pipián verde. Ok. Et c'est pareil, c'est une sauce à base de grains de courgettes. C'est pour ça qu'il y a la couleur Grains de verte. courgettes. Ok. Les Grains de courgettes. Oui, Je oui. ne sais même pas si on fait quelque chose en France avec les grains de courgettes de ce type-là. C'est moins courant ici parce qu'on n'a pas beaucoup. Ce sont des produits vraiment très, très américains, très continent-américains. Donc on fait beaucoup de choses avec, comme le cacao, le maïs, ce que disait l'azaï, des produits vraiment de continent qu'on utilise au quotidien. Mais ici en Europe, il y en a moins. Donc voilà, on n'a pas développé une cuisine à partir de là. Et à la fin, c'est un plat qui est très saisonnier. Il s'appelle les chiles en nogada. Et Chiles. c'est un piment qui est grand. Godada. En nogada. Ok, je vais te laisser le dire. En fait, c'est un piment qui est un peu grillé au D'accord. feu pour enlever la peau. Et ensuite, ça, il est farci avec une farce différente, pareil. Parce qu'il y a chaque recette. Chez ma grand-mère, elle faisait avec de la viande hachée, certains fruits, des fruits à coque et autre chose. Et à la fin, ce piment, il est nappé avec une sauce à base de noix. Une sauce à base de noix Noix, oui. Voilà. Mm. Et décoré avec de la grenade. avec de la. Grenade, Ok. oui. Bah ça, va falloir faire ça en plat. Il faut que tu nous trouves les Ah ingrédients. bah je Oui, pense oui, en qu'ici, septembre, en fait, quand c'est la fête de l'indépendance du Mexique, on Génial. l'a fait. On l'a fait et cette année, il y aura la recette aussi. L'année dernière, c'était le plat qu'on le vendait, parce qu'on fait des plats importés les 3 premiers samedis de chaque mois. D'accord. Et on a fait les chiles en nogada. Bon, Oui. bah, alors on va devoir patienter un petit peu. Mais Oui, parce que c'est très saisonnier. Ça se fait qu'il y a une certaine partie on n'est de pas l'année, trop. tout le temps. Tu vois, tu peux nous en faire pour nous, peut-être. Comment Si on passe commande, non? Bah, surtout avec Cécilia, c'est elle qui va le faire. Ah, d'accord. Du coup, là, tu te faufiles. Merci. Moi, je te parle juste de plats emblématiques. Voilà. Et choc au lait, Qu'est-ce que c'est chocolat en 3 mots? en 3 mots. C'est pas facile en 3 mots, parce Oui, que je ça sais, fait partie mais de notre vie. C'est notre Les vie. filles ont réussi. Bah oui, je sais. On va dire, c'est une entreprise, on essaie engagée. Et parler des commerces équitables, on parlait de ça. Et écologie, Humain, respectueux. humain, respectueux. Voilà, tu vois, 3 mots, on essaie de faire notre mieux, c'est tout. C'est notre vie. Bah, vous faites tous les 3, d'ailleurs, très bien, je trouve. Et voilà, je sais pas, on va vous donner la parole aussi dans le public pour que vous puissiez peut-être
soit vous avez des questions pour nous exprimer vos ressentis sur ce que vous avez goûté aussi. Mais sincèrement, vraiment, on sait que le temps est précieux et merci d'avoir pris ce temps ensemble pour partager un petit peu votre histoire, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on voit dans vos boutiques, mais tout ce qu'on ne voit pas aussi, surtout, c'est important de le savoir. Et vraiment, hein, je le répète, mais je trouve que la gastronomie est quelque chose de très riche. Comme on le disait tout à l'heure, c'est un patrimoine immatériel. Si on n'a pas des gens comme vous qui ont ce respect de la tradition, eh bien, c'est quelque chose qui se perd. Donc merci de le transmettre, de le partager avec autant de valeur, autant de sens que vous le faites. Donc déjà, merci infiniment pour ça. Merci Amélie. Merci pour Merci, l'invitation. oui, Merci Florine. Merci Magma. Oui, merci au Magma. Merci à vous tous qui Oui. sont là aujourd'hui. Avant de Merci à mes clôturer frères, et de vous dire où mon vous mari. allez pouvoir retrouver cette émission, on va passer au moment d'échanges, des questions-réponses. Il y a un micro qui va circuler dans la salle. Alors c'est toujours dur, on le sait, hein, sur les premières, mais je compte sur vous. Est-ce qu'il y a une première question, ou même pas une question, quelque chose que vous aimeriez dire par rapport à ce que vous avez goûté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Le micro arrive. Merci. Ça fonctionne? Oui. Merci beaucoup déjà. Pour ma part, j'ai eu la chance de découvrir la gastronomie mexicaine lors d'un stage pendant mes études de design alimentaire au Mexique en 2016. Et j'ai été vraiment choquée en fait, de découvrir le raffinement et toute la diversité qu'il y a dans cette cuisine. Et j'ai été aussi très déçue et très frustrée en rentrant à Nantes en France, puisqu'à l'époque, il n'y avait vraiment rien du tout. Et donc, je pense qu'il y a vous devez le sentir dans vos quotidiens, un vrai travail de pédagogie qui se fait autour de ça. Comment ça se passe? Parce que pour nous, en France, les totopos, c'est des Doritos et les tacos, c'est des French tacos. Donc, comment vous expliquez aux gens et est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que ça évolue aussi? Et oui, c'est frustrant des fois. Là, j'ai la patience, j'ai la peine pour dire à chacun, mais c'est pas évident. Surtout entre jeudi et samedi, il y a des gens qui viennent pour dire mais il me faut des fajitas. Je dis oui. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Qu'est-ce que vous voulez faire? Les fajitas. Et en fait, ils montrent les tortillas. Et non, et puis là, dès là, ça commence. Je dis ça va de loin. Donc bon, alors c'est pas des fajitas. Et puis on a une pédagogie à dire, en fait non. Et puis ça s'appelle comme ça. C'est fait. Il y a d'autres types. Il y a le maïs, il y a des blés. Nous on travaille avec des produits sans conservateur pour les tortillas de maïs surtout. Qui vient justement du Mexique. Donc, c'est un produit noble, en fait. Et il faut savoir dire, il faut les dire, en fait, les conseils d'utilisation, vu que c'est un produit qui est délicat. Donc, c'est pas comme ici, les tortillas, où on le fait comme ça, où on le met au micro-ondes et puis basta, c'est tout. Donc, c'est tout un travail de pédagogie. Mais je m'habitue. Avant, oui, c'était frustrant. Et même mon mari, des fois, quand il va au magasin pour vendre, en fait, il pète un plomb. Il dit, mais c'est pas possible, ils savent pas. Il y a Internet et tout. Mais c'est comme ça. Nous, notre objectif, c'est vraiment de montrer la vraie culture mexicaine, la gastronomie, et que derrière un plat, il y a toujours une histoire. On peut aller au nord du Mexique, trouver des différents types de sauces que nous, on ne peut pas trouver au sud du Mexique. En fait, ici, quand j'ai commencé à importer des produits, je me suis aperçue qu'il y avait tellement de sauces qu'en fait, je ne connaissais pas. Il y a des choses que j'importe parce qu'il y a des clients qui me disent en fait, j'aimerais bien acheter cette sauce. Du coup, je cherche pour savoir s'il a toutes les normes en fait, sanitaires pour que je puisse l'importer. Mais effectivement, il y a beaucoup de sauces, il y a beaucoup de plats qui ne sont pas forcément exploités parce qu'en fait, c'est tellement vaste. Et puis, du coup, on essaie de faire au mieux justement avec Comal. On travaille ensemble. Eux, ils vont dans des écoles. Quand c'est la semaine du goût, en fait, pour les petits, ils sont allés déjà plusieurs fois, même dans des maternelles, à faire connaître l'avocat, à faire connaître des bonbons aussi. À dire qu'en fait, aux parents que c'est des tacos, pas des fajitas, que c'est des chile con carne, il n'est pas mexicain. Voilà, mais c'est bien. Il faut aimer, il faut savoir avoir cette envie de partager. Oui. D'où l'importance de l'humain.
Parce que toi, tu étais passé sur un site totalement digital à une boutique. Ivan, là-dessus, dans ta boutique aussi, c'est important, cette pédagogie à avoir? Oui, comme je disais au départ, c'est un produit qu'on consomme beaucoup, mais qu'on connaît mal. Donc, en effet, on essaye de parler, d'apprendre. Et notamment, justement, on a développé des ateliers où les gens viennent faire un parcours à découvrir l'histoire du cacao, comment le chocolat il était fait, comment il était créé dans l'imaginaire humain et comment il est consommé, comment il a été consommé tout le long de l'histoire. Tu me disais que tu fais des ateliers, ça, les samedis. Alors là, évidemment, et heureusement pour toi, c'est assez complet jusqu'en mars, mais Oui. inscrivez-vous. Après mars, il y a de la place. Oui, vous pouvez voir sur notre site internet choc-ola.com ou vous venez directement à la boutique 11 rue Saint-Léonard et vous pouvez vous inscrire, on vous donne l'information et les créneaux disponibles. En effet, jusqu'au mois de mars, c'est déjà complet, mais voilà, on est en train d'ouvrir de nouveaux créneaux et voilà, n'hésitez pas à vous rendre pour... Et toi, Natalia, au restaurant, est-ce que, en effet, tu es avec une population un petit peu avertie sur les produits, ou est-ce que c'est vraiment beaucoup de personnes qui découvrent et qui ne savent pas forcément Beaucoup. Au départ, c'était un grand défi, justement. Les gens arrivaient à Saï, c'est quoi qu'est-ce qu'on trouve ici? Et petit à petit, en parlant du produit, les bienfaits, mais aussi en passant par la dégustation, en fait. Aujourd'hui, on a énormément de clients et surtout, ce qui nous étonne énormément, c'est qu'on a beaucoup de Français. 90% de ma clientèle, ce sont des Français qui ont tombé amoureux en fait de ce produit. C'était dur de donner un premier pas, mais une fois qu'on se lance, on découvre, on voit que comme c'est bon en fait. Alors on dirait peut-être qu'en effet, il y a cette explosion d'Internet qui peut casser certains liens. On va dire que ça a cet avantage de diffuser au plus grand nombre. Par contre, en effet, on ne remplacera jamais ce contact humain et l'histoire que vous apportez avec les valeurs. Et je pense que c'est en ça où c'était important de vous retrouver aujourd'hui autour de la table. Et puis vous, là, tous aussi autour, c'est peut-être notre rôle de consommateur d'être un peu porte-parole, prescripteur, de diffuser. Aujourd'hui, vous êtes là, voilà, on a un petit bout d'histoire et l'objectif, c'est peut-être aussi de le diffuser sereinement, sainement par rapport à tout ce qu'on a entendu. Merci beaucoup pour la question, en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Ici, par ici, là, à gauche. Je me suis caché. Bon, en tout cas, buenas noches. Merci beaucoup, muchas gracias pour cette rencontre. Je voulais dire quelque chose. Nous, on fait partie de l'association mexicaine de Nantes, comme Cécilia a mentionné tout à l'heure. Et pour répondre aussi à la question qui a été posée tout à l'heure, c'était grâce aussi à notre partenaire Cécilia et Ivan, Chocolat Antojitos, qu'on peut faire la promotion de la vraie culture mexicaine. En fait, l'objectif de l'association, c'est de montrer au public français, évidemment tout le monde qui est intéressé, c'est ce que c'est la vraie culture mexicaine. Comment on fait ça à travers des divers événements multiculturels, à travers de la médiation qu'on fait beaucoup dans les écoles, dans les festivals, dont on essaye de montrer cette richesse culturelle qu'a le Mexique. Et c'est aussi un point très important qui ne sont pas mentionnés. Ils sont très investis aussi au niveau de ce partage, mais d'une façon associative. Autant qu'Ivan et Cécilia, avec ces produits, ils sont toujours à nos côtés pour nous donner aussi des produits, pour faire la promotion chez ces boutiques, ces endroits où ils partent faire la promotion de ce produit, évidemment, mais aussi pour parler de l'association. Donc, c'est important, c'est pas facile maintenant, parce que comme on disait tout à l'heure, avec les tacos, los Doritos, etc., parce que les gens nous demandent quand on fait des tacos, et des fois les gens attendent vraiment la tortilla de 30 cm avec plein de choses dedans, on dit non, et c'est tout un travail pédagogique qu'on doit faire, et c'est grâce à des moments comme celle-ci, grâce à des événements comme celle que vous faites maintenant, que ça nous permet à nous aussi, c'est un outil très très important pour montrer aux autres ce que c'est la diversité de la cuisine et surtout de la culture mexicaine, parce qu'on voit de plus en plus de choses qui nous rapportent à la culture mexicaine. Maintenant, je peux parler de la fête des morts, Frida Kahlo, oui, ça fait partie mais il y a plus que ça. Donc, merci beaucoup et merci
aux Cécilia et Ivan pour être toujours là à côté de nous et pour avoir cette envie de partager notre culture. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est important de le rappeler. On parle de gastronomie, mais je pense que c'est partout pareil. Il y a plein de choses autour de la gastronomie. C'est un état d'esprit, une culture. Comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas que se nourrir par l'aliment, il y a se nourrir par le contact humain et par tout ce que ça englobe finalement avec toutes ces valeurs. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, pas ici encore. Donc, bonjour. Et surtout, je voudrais féliciter la démarche que vous avez en fait. Et je suis aussi professionnel dans le café. Je connais cette histoire d'engagement qu'il y a derrière les produits. Et surtout, je voudrais apporter un plus dans cette discussion. Et c'est que je voudrais que tout le monde parte aujourd'hui avec la conscience de la sensibilisation en fait, qui est derrière un produit engagé. Il y a beaucoup plus d'enjeux en fait. Et quand vous consommez un chocolat, un café, un produit qui vient d'ailleurs, d'un autre continent, il n'y a pas juste les justes prix. En fait, derrière les justes prix, il y a aussi tout un combat des fois des producteurs et des paysans qui parfois galèrent juste à sortir son produit d'où il l'a produit, d'où il a cultivé cet aliment. Donc, parfois, on se pose juste la question du prix, mais aussi on ne sait jamais toutes les galères qu'il a dû passer le producteur pour pouvoir produire et ensuite faire sortir l'aliment pour qu'il arrive jusque chez nous. Et on résume la qualité du produit à un prix. Donc, je suis très sensible à ce qu'il fait Ivan, car j'en fais pareil un peu. Et en ayant connaissance avec mes producteurs, et je vois quelles sont les difficultés qu'ils ont, et pas seulement, actuellement on parle beaucoup du climat, mais derrière aussi, il y a aussi parfois des enjeux sociaux et politiques qu'ils doivent confronter tous les jours. Donc voilà, une félicitation encore et bravo pour la démarche. C'est vrai, merci beaucoup pour cette remarque. On l'a rapidement évoqué, mais c'est vrai que quand on vous disait de manger différemment, on parlait de prix tout à l'heure, on l'avait évoqué, Natalia, quand on a fait notre échange en amont de ce talk. Il y a aussi la préservation de l'emploi, finalement, le fait de leur acheter des matières premières, ils peuvent continuer à vivre, à faire vivre leur famille. C'est ça. Et maintenir tout ça, en fait, que ce soit l'économie, mais que ce soit aussi leur tradition. Parce que l'açaï, c'est un produit qui fait partie de leur quotidien depuis des siècles, en fait. Et on parlait de patrimoine immatériel. Si en effet, il n'y a pas toute cette culture-là, et finalement, la production peut potentiellement s'arrêter parce qu'il n'y a pas assez d'importation, d'exportation. Et derrière, c'est énormément de conséquences au-delà du simple produit. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup encore. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, je suis par là, derrière le projecteur, je crois, ouais. Merci de nous avoir partagé vos histoires. Juste d'entendre vos accents, déjà, ça réchauffe les cœurs, donc ça, c'est sympa. Moi, j'ai une question plus business. Quand vous avez ouvert au début, est-ce qu'il y a quelque chose qui a pu faire la différence pour votre notoriété? Comment ça a commencé? Et quelle est la puissance du bouche à oreille aujourd'hui, vous pensez, dans votre développement commercial? Voilà. Qui veut commencer sur cette question? Est-ce que ça a démarré, on va dire, fort parce que on était sur quelque chose de niche finalement, où ça n'existait pas? Est-ce que on était peut-être dans une époque où les réseaux sociaux étaient peut-être encore un peu trop inexplorés et ça a permis cette expansion? Quel a été ce premier coup de boost, c'est ça finalement la question, ce premier coup de boost, et après, comment ce coup de boost devient entre guillemets pérenne? Est-ce que c'est en effet la forte communauté existante? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Comment ça a fonctionné? Moi, je pense déjà qu'il faut être organisé. Il faut être vraiment bien calé, savoir ce qu'on veut, quels sont les avantages pour faire, mais c'est surtout bien organisé. Déjà, ici, la préfecture, toutes les démarches, ça te fait qu'il faut que tu sois comme ça. Mais il faut vraiment être bien organisé pour ne pas oublier des choses. Et comment on passe d'un entrepôt
pour pérenniser ou fidéliser les clients, je pense que c'est d'être responsable, respectueux aussi, respectueux de toi-même, respecter les autres aussi, parce que c'est ça qui va faire, vraiment ils vont te faire confiance. Si tu es respectueux, si tu es responsable de ce que tu fais, ça c'est on va dire la meilleure preuve pour que les gens puissent rester chez toi et qu'ils puissent aussi te dire recommander en fait. C'est ça. Est-ce que finalement, tu dirais que c'est raconter une histoire, mais au-delà du produit? Est-ce que sur tes réseaux, dans la manière que tu as eu de vendre, je mets des guillemets en Doritos, c'est de raconter l'histoire, au-delà de simplement dire coucou, vous retrouvez ce produit-là sur mon site? Oui, c'est de raconter l'histoire. Parce que moi, pendant 5 ans, j'avais que les sites internet. Et en fait, c'était vraiment un SAV, un service après-vente. J'étais moi toute seule, mais dès qu'il y a un client qui venait, qui m'appelait, je me disais oui, alors, comment ça se passe? Et je prenais mon temps pour lui expliquer. Et aussi pour que les services soient bien faits, en fait, notamment l'emballage. On sait qu'ici, en fait, les chauffeurs, et peut-être partout en France ou partout dans le monde, en fait, les colis sont maltraités. Donc, notre défi, c'est que le colis et les produits arrivent bien et qu'ils arrivent rapides. Donc, c'est ça qui fait que j'ai des clients aussi professionnels et en fait, qui me commandent qui ont trouvé les sites internet bien, les commentaires aussi, les avis. Bon, là, on a changé, il n'y a pas les avis de l'année dernière, il y a 5 ans. Mais en fait, on avait des clients qui mettaient tous les avis, soit négatifs, soit positifs, parce qu'on s'est dit de toute façon, il n'y a pas un avis négatif. Il y a toujours des choses à faire, toujours des choses à apprendre. Donc, il faut prendre ces avis pour s'améliorer. Et c'est ça qui va te faire grandir, en fait, et te développer comme un être humain, et puis professionnellement, et puis ton entreprise aussi, que ça soit pérenne. Ivan ou Natalia, qui veut rebondir? J'ai joint Cécile sur le fait d'être transparent et responsable, en fait, sur ce qu'on fait. Et il n'y avait pas de entre guillemets de concurrence, c'est-à-dire que tu n'avais personne qui faisait exactement la même chose que toi sur Nantes? Non. Et encore, nous sommes les seuls à le faire en vrai à Saibol. Et je pense que pour pérenniser, moi, je crois beaucoup au marketing organique. Je pense que c'est la base. Et pour nous, donc le bouche à oreille, du coup, finalement. Voilà, c'est ça. Le bouche à oreille, ce marketing organique-là, pour moi, il est très puissant. Parce que un client content, il va parler à d'autres clients. Et pour moi, ce sont les meilleurs ambassadeurs de notre marque, en fait. C'est peut-être ça, du coup, finalement, le plus compliqué, entre guillemets, quand on n'a pas tout le sens et ce rapport direct que vous avez chacun, c'est de se dire comment est-ce que de la création jusqu'aux années qui défilent, on se doit de garder cette ligne directrice et ce sens et ces valeurs sans jamais la dégrader et en étant respectueux de A à Z, parce qu'en effet, bon nombre de commerçants, des fois par des soucis financiers ou quoi, vont peut-être à un moment très subtilement dégrader une certaine qualité ou délaisser une petite partie. Et c'est ce qui fait que finalement, est-ce que c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, on n'a peut-être plus confiance parce qu'on se dit, s'ils commencent à faire ça, c'est qu'ils peuvent faire autre chose. Et on ne suit plus, alors que si l'histoire est là, et comme tu le dis, c'était un vrai temps donné au SAV à écouter, à être présent, entre guillemets, sans relâche, finalement. Est-ce que c'est peut-être pas ça, c'était un petit peu être sur tous les postes de combat? Oui. Puis c'est engagement aussi, il faut être engagé, en fait. Il faut savoir pourquoi on l'a fait, pourquoi on a créé ça, en fait, garder vraiment ses valeurs et ses convictions. Je pense que ça, c'est très important, en fait. Ivan, tu voulais rajouter quelque chose? Alors, pour répondre à la question, si c'est le bouche-oreille qui est toujours pressant pour développer un business. Ce qui concerne nous, Choc-Ola, on a commencé sans beaucoup de moyens. Donc forcément, quand tu n'as pas les moyens pour te payer une campagne marketing, pour faire connaître tes produits, en effet, tu dois te baser sur tes valeurs. Le respect, comme on partage tous ici, le respect des produits, le respect des producteurs, mais surtout le respect de tes clients aussi. Parce qu'à partir du moment où tu proposes un produit de qualité et que tu tiens tes engagements et que les clients ils sont contents de tes produits,
c'est eux qui vont faire la suite, parce qu'ils vont parler de ces produits-là. Il va dire, tu vois, ils sont en train de faire quelque chose de différent. Ils tiennent vraiment, ils s'appuient vraiment sur leurs paroles et ils tiennent leur engagement. Et après, en effet, les réseaux sociaux, c'est quelque chose auquel on peut accéder facilement, mais c'est pas si simple que ça. C'est saturé, on voit beaucoup de choses défiler, mais voilà, ça, tu dois utiliser aussi un peu d'astuces, de moyens, de ce que tu as. Je sais pas, quand on voit les belles boutiques, on peut faire des photos. Le restaurant de Natalia, il est très joli. Donc, faire des belles photos et te servir de ça pour partager l'idée de tes produits. Et ben, Cécilia, c'est pareil. Et quand tu vois la boutique d'Antojitos, c'est pareil, tu as tous les produits, c'est coloré, c'est joli, donc ça passe très bien dans les réseaux sociaux. Et donc oui, c'est très important les bouche-oreilles. C'est très important les bouche-oreilles et que tes produits parlent par toi-même. Et la régularité, voilà. En effet, sur tous les plans, en termes de valeur. Merci. Merci pour la question. Est-ce qu'il y avait une dernière? Monsieur derrière. Bonsoir. On est tous les trois en fait collègues dans le commerce. D'accord. On travaille avec les restaurateurs et on est très attachés en fait aux histoires, aux valeurs, à la culture et beaucoup aux produits locaux puisqu'on travaille ici nous sur Nantes. Et là, à travers vos trois magnifiques histoires, on voit que c'est ça votre puissance, on voit que c'est ça votre ADN qui vous permet de développer vos business aujourd'hui. Donc, continuez à nous partager en fait ces histoires-là. Nous, on sera le relais. Tous ceux qui sont ici autour de la table seront le relais. Merci pour les histoires mexicaines. Je reviens du Mexique et du coup, vous m'avez remis un petit pied là-bas et je découvre une adresse où je vais pouvoir trouver vos 2 produits. Et pour le petit clin d'œil au Brésil, je ne connais pas du tout la cuisine brésilienne. Et là, j'ai mangé quelque chose d'extraordinaire. Merci. Et en plus, quand je vois l'utilisation du manioc et ça fait de la farine finalement, farine de manioc, sans gluten, on est en plein dedans. Et je voulais vous partager ça, en fait, merci, puisque nous, on a besoin aussi de transmettre ça. Il y a de plus en plus de gens impactés qui souffrent de ces soucis-là. Et là, on est en plein dans l'actualité. Et moi, je suis touché aussi par ça, puisque j'ai ma compagne qui est embêtée avec ça. Et du coup, ça me donne encore des idées, ça me donne encore envie d'aller découvrir, de pousser, m'ouvrir l'horizon. Donc, merci à vous 4 pour cet événement. Merci à vous. Merci, c'est touchant. Merci beaucoup. Très touchant, merci. Eh bien, écoutez, ça fait une bonne heure et demie qu'on est ensemble. Encore une fois, merci. Merci autour de la table, merci dans le public. Voilà, maintenant, on a tous une mission de transmission, d'être unis. C'est des beaux messages qui sont, je pense, qui sont passés ce soir, tous ensemble. Comme on le disait tout à l'heure, même l'accent fait du bien. On a voyagé, on a goûté, on en a pris plein la vue, plein l'essence finalement. Donc merci à tous. Et évidemment, cette émission sera diffusée et disponible en intégralité sur le site internet et la chaîne YouTube de Magma. Et il y a également un podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc n'hésitez pas à aller sur tous les réseaux et vous aurez l'ensemble des informations. Il y aura également en barre de description les 3 adresses pour que vous puissiez prolonger cette histoire et cette aventure. Merci vraiment. Merci à Magma pour l'invitation. Merci à tous. Florine. Merci à l'équipe de WeReel de nous permettre cet enregistrement vidéo, audio. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce bel événement. Et on se dit évidemment à très bientôt pour le prochain. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.